Salut, ici Stéphane Moïsakis. Si je suis aujourd'hui entouré de William Friedkin, Oliver Stone et John Woo, c'est parce qu'on sort une nouvelle revue Capture Mag, cette fois consacrée au cinéaste Tony Scott. Tony Scott est un cinéaste qu'on a toujours eu à cœur à défendre chez Capture Mag, et comme le précédent numéro sur John Woo, nous cherchons vraiment à produire la revue la plus complète et la plus exhaustive sur la carrière de Tony Scott. Pour cela, nous avons interviewé plusieurs de ses collaborateurs, dont Shane Black, auteur du Dernier Samaritain, Brian Helgeland, scénariste de Man on Fire, la femme de Tony Scott, Donna, pour un portrait plus intime, plusieurs chefs opérateurs dont Darius Wolski et Jeffrey Kimball, le chef d'écho Chris Seegers, le compositeur Harry Gregson Williams, Patricia Arquette, Alabama en personne, et évidemment le producteur Jerry Bruckheimer. En tout et pour tout, il s'agit de plus d'une vingtaine d'entretiens qui couvrent l'ensemble de la carrière de Tony Scott. Cerise sur le gâteau, certains de ses collaborateurs nous ont ouvert leurs archives pour du contenu photographique inédit. Comme toujours, on a besoin de votre soutien. Always have. Always will. Capture Mag est une entreprise indépendante. Produire des revues de cette ambition a un prix. C'est pourquoi nous comptons sur le succès de ces campagnes de précommande pour vous proposer d'autres revues de cette qualité. Et n'oubliez pas, Tony Scott, forever. Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes the Podcast, je suis Stéphane Moïsakis et aujourd'hui je suis avec mon comparse Rafik Djoumi. Bonjour Stéphane. Salut Rafik. Pour un numéro spécial. Un peu spécial, non, quand même? Parce qu'on lance une campagne en même temps que cet épisode, en fait. Exactement au moment, en fait, où vous allez commencer à enregistrer, enfin, où cet épisode est diffusé, c'est le moment où on commence la campagne, en fait, pour notre numéro sur Tony Scott. Exactement. D'où le choix de cet épisode aujourd'hui qui est basé sur Ennemi d'État. Alors, on avait déjà fait 2 podcasts sur Tony Scott. On avait déjà fait Le Dernier Samaritain avec Karim Debache à l'époque dans une séance Panique, Panique Rose Chroma, en 2021. Ça, c'était moi avec Karim. Et puis, en fait, on avait fait aussi une séance, rappelle-toi, de True Romance. Au Club de l'Étoile en 2022. Voilà, c'était une séance Capture Mag. Et du coup, on avait fait le seul podcast stéroïde à 3 voix, où tu étais sur scène avec moi et Julien Dupuis. Voilà, pour parler de True Romance. Donc, on aime bien Tony Scott. Tu aimes bien Tony Scott. T'aimes bien Tony Scott aussi. Hein. Oui, c'est pas toi ça à moi, s'il te plaît. C'est toi le papa. Et c'est un peu la raison pour laquelle en fait on fait ce numéro, quoi. Donc alors c'est un numéro un peu, en fait on va prendre un petit peu 5 minutes en fait pour en parler, en fait pour expliquer un petit peu ce qu'il y a dedans. Bon, je pense que les gens qui nous suivent ont déjà vu passer les vidéos, ce genre de choses, etc., qu'on fait généralement pour lancer une campagne, quoi. Ce numéro, il est assez important pour moi, en tout cas, mais je pense pour Capture Mag de manière générale, parce que c'est un numéro un petit peu plus gros que les numéros même sur John Woo et sur Oliver Stone et sur Friedkin, parce que on a vraiment énormément de contenu exclusif. On a à peu près entre là, je suis encore en train de le boucler au moment où on enregistre, hein, mais on a à peu près entre 22 et 23, 24 interviews. Alors, 22, c'est sûr. Et en fait, c'est que des interviews exclusives de tous les collaborateurs de Tony Scott. Donc, ça passe par exemple, Brian Helgeland, le scénariste de Man on Fire et de l'attaque du métro 1, 2, 3, le remake de Taking of Pelham, quoi, des pirates du métro. Ça passe par la femme de Tony Scott, Donna Scott, qui dit pas mal de choses assez intimes, en fait, sur leur relation, quoi, et sur sa personnalité, quoi. Ça passe par Shane Black, qui était le scénariste du Dernier Samaritain, justement. Ça passe par il y a vraiment énormément il y a le monteur Chris Lebenson, qui est le monteur justement dont on va parler, oui. Voilà. Mais aussi de plusieurs autres films de Tony Scott. Et en gros, on parle de tous ces films. On parle ça parle évidemment des Prédateurs jusqu'à Unstoppable, son dernier film, puisque vous n'êtes pas sans savoir que Tony Scott nous a quittés en 2012 et que, on aurait pu par exemple acheter une interview en fait pour pour ce numéro-là, mais on voulait vraiment qu'il y ait que de l'exclusif. Donc en fait, tous ces gens, et je dis en fait voilà, il y a vraiment ça va des chefs opérateurs, Dan Mindel,
Ben Ceresin, voilà, enfin tous ces gens parlent en fait de Tony Scott dans ce numéro à travers vraiment leur expérience. Voilà, ce qui est assez étonnant pour moi en fait, c'est de me rendre compte à quel point il était adoré par son équipe, mais vraiment adoré. Hein. C'est-à-dire que, en gros, tout le monde a accepté de faire des interviews, et ceux qu'on n'a pas réussi à voir, c'est ceux qu'on n'a pas réussi à voir à temps, en fait, hein, en l'occurrence, quoi. C'est vraiment ça le truc, quoi. Et puis aussi des gens qui s'expriment assez peu, sachant que même de son vivant, il y avait pas beaucoup d'interviews de Tony Scott. C'était pas quelqu'un qui était suivi par la presse. Et d'ailleurs, la mort tragique a été l'occasion, je sais pas si tu t'en souviens, d'une remise au point assez brutale pour la presse française, puisque on a eu droit à des papiers un petit peu à la va comme je te pousse, dont un qui était particulièrement insultant. Je crois que je sais plus quel média c'était peut-être Libération ou un truc comme ça, qui suggérait que le gars s'était suicidé parce qu'il était nul. Bref, et il y a eu moins bon que son frère. Un shitstorm sur cet article, et c'était intéressant parce que la réaction du public, on va dire, a permis aux journalistes de réaliser que Tony Scott existait. C'est-à-dire, en fait, jusque-là, ils avaient jamais pris en compte le bonhomme, quoi, comme un réalisateur reconnu et suivi par un public. Et ce shitstorm a été l'occasion pour ces journalistes oui, c'est ça, de refaire une mise au point, de se dire ah oui, mais en fait non, c'est nous qui étions un peu en retard, quoi. Est-ce qu'il a vraiment fait une mise au point derrière ? Comment ? Est-ce qu'il a vraiment fait une mise au point ou pas ? Le traitement médiatique a changé à la suite de ça, j'ai remarqué. Tout d'un coup, le mec était considéré, en fait, quoi. Bon, après, il y a le décès, hein, évidemment. C'est-à-dire qu'en fait, je veux dire, Kubrick, tout le monde tapait dessus aussi à chacun de ses films, tu vois. Même si on savait qu'il avait. Mais il y avait un côté intouchable, autorisé, tout ce que tu veux. Oui, loin de moi l'idée de comparer les deux, mais. Tony Scott, il était même pas considéré comme un Michael Bay, quoi, à ce moment-là. Non, vraiment, c'était. En tout cas, ce qu'il faut savoir en fait sur ce numéro, c'est que c'est un numéro un petit peu plus gros que d'habitude, donc comme je le disais, un petit peu plus cher parce qu'il y a vraiment beaucoup de contenu exclusif. En fait, c'est un numéro que moi je voulais sortir plus tôt déjà. En fait, auparavant, je travaille dessus depuis le mois de mars, mine de rien. Alors avec tout le monde, hein. Toi, t'as participé évidemment à l'écriture, tu as fait quelques textes et tout. Il y a pas mal de monde, hein, dans ce numéro, les plumes habituelles. Hein, comment dire, il y a Marie Cassabonne, il y a Eric Vogel, il y a Vincent Guignebert, il y a Julien Dupuis qui fait une interview aussi. Et en gros, c'est un tout petit peu plus cher, un tout petit peu plus gros parce que voilà, il y a cet aspect vraiment exclusif. Plus cher, moi, je trouve que c'est donné, mais je le précise parce que voilà, c'est aussi important d'expliquer pourquoi on augmente un petit peu le tarif, on augmente un peu la pagination, on lui donne on va dire un cachet un petit peu différent en fait même du précédent du John Woo qui était déjà, moi je trouve assez fourni, assez fourni, hein. Il y avait 10-12 interviews exclusives, donc là on passe du simple au double. Donc voilà, ça c'était assez important pour moi. Tony Scott, ça a toujours été alors ça n'a pas toujours été un réalisateur important dans ma vie de cinéphile, hein. C'est-à-dire que en gros, encore que ça se discute vraiment, c'est-à-dire que moi le premier film que j'ai vraiment aimé de Tony Scott, c'est Le Dernier Samaritain. J'en parlais à l'époque dans le podcast avec Karim Debache, mais j'attribuais la qualité du film plus généralement aux éléments pas périphériques mais aux autres personnes, c'est-à-dire que en gros à Bruce Willis, à Shane Black que j'adore, enfin voilà. En réalité, il a quand même son cachet, il est quand même là, et je trouve qu'il a vraiment réussi ce film-là, même si ça a été très très compliqué à faire, quoi. Pareil, j'ai un affect énormissime pour True Romance, c'est un de mes films préférés, de cœur, vraiment. Mais on a choisi Ennemi d'État parce que pour moi, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un vrai film d'action. C'est-à-dire ça, c'est important dans Stéroïdes et tout. Mais aussi parce que c'est vraiment, je pense, le moment où je me suis dit non, mais ce mec est un cinéaste vraiment que j'aime. C'est-à-dire, et c'est un cinéaste au sens important parce que c'est quelqu'un qui fait évoluer sa forme au fur et à mesure de sa carrière, quoi. Et tu t'en souviens peut-être pas, mais c'est ce film qui t'a fait rentrer dans le métier d'une certaine façon, puisque ça c'est toi qui puisqu'à l'époque t'étais un. Tu vas écrire ma légende. Bah oui, t'étais un jeune homme, un jeune cinéphile fringant qui venait traîner à la boutique Movies 2000, et on a eu une prise de tête
au sujet de Tony Scott. Voilà, un vrai débat cinéphile. J'avais raison. Rétrospectivement, tu avais raison, mais parce qu'à l'époque, moi, je faisais encore partie des, on va dire, des sceptiques, des très sceptiques. J'en étais resté au Tony Scott de Top Gun et Jour de tonnerre, quoi. Même si j'avais plutôt correctement apprécié USS Alabama, comme toi, True Romance, je l'attribuais à d'autres talents que le sien. Et sur Ennemi d'État, on a eu donc une discussion assez agitée, parce qu'à l'époque, moi, j'étais complètement obsédé par la mise en scène tridimensionnelle de McTiernan et consorts. Et j'avais du mal avec les aplats de la mise en scène de Tony Scott, son côté téléobjectif, on va dire. Et t'as réussi à me démontrer que c'était un choix délibéré, maîtrisé de sa part, et que justement c'était quelque chose qui travaillait de film en film. Enfin, je me souviens qu'à la fin de la conversation, qui avait été assez vive. Tu l'avais vu ? Oui, tout à fait. À la fin de la conversation qui avait été assez vive, je me suis dit putain, mais en fait, il a raison, ce petit con. Et à l'époque, j'en ai parlé à Damien Granger, qui devenait rédacteur en chef de Mad Movies. Et quand il s'est agi de faire rentrer du nouveau personnel au magazine, du coup, on a pensé à toi. Voilà. Mais on a pensé à toi parce que j'avais dit à Damien, non, mais il en a sous le capot, en fait, quand il s'agit de défendre son truc. Donc, Tony Scott t'a valu ta place de journaliste. Voilà. Bon, merci Rafik Djoumi, merci Tony Scott, merci Damien Granger. Voilà, merci Ennemi d'État. Ouais, merci Ennemi d'État. Je termine juste un petit truc en fait. Donc pour cette campagne, donc vraiment en fait c'est très important votre soutien en fait si vous appréciez Capture Mag, si vous appréciez les précédents numéros qu'on a fait, celui sur Friedkin, celui sur Oliver Stone et celui sur John Woo. Vraiment en fait c'est dans cette lignée là. C'est la même logique, c'est le même fonctionnement. Pour nous en fait chacun de ces numéros c'est un travail de passion. Vraiment, en fait, on traite les cinéastes qu'on aime vraiment. On essaye vraiment de leur donner quelque chose d'un peu définitif, en fait, tant que ça puisse être possible. Donc voilà, donc il y a beaucoup de travail, de sueur, de nuit passer vraiment à travailler, préparer les interviews, voilà, toi-même les textes, enfin tout ça, etc. Donc pour nous soutenir, c'est important de nous soutenir sur la campagne. Un texte sur la pub. Ouais, c'est vrai. Tu m'as obligé à regarder les pubs les plus improbables que Tony Scott ait pu faire. Même pas les pubs Marlboro, alors que c'est littéralement les gros plus contrat, connus, en fait. Voilà. Non, parce qu'en fait, il y avait d'autres trucs super intéressants qui sont apparus. Non, mais bien sûr. Non, mais de toute façon, voilà. Enfin, on essaye vraiment de traiter tous les aspects. C'est pas que les longs métrages, en fait, tous les aspects aussi de Tony Scott. Enfin voilà, c'est un shooter. C'était aussi un des problèmes, une des raisons pour lesquelles il était mal considéré. Mais c'est un shooter en fait qui avait vraiment la volonté de tester en fait les nouvelles son style sur justement des pubs. Il utilisait pas ça comme c'était pas juste un chèque en fait. L'idée c'était vraiment d'aller tester, d'expérimenter avec chaque pub Marlboro, chaque celui qu'il faisait quoi. Donc pour finir, oui, ce que je disais, voilà, c'est pour nous soutenir. Donc c'est sur Tipeee que ça se passe. Donc les mots clés c'est Capture Mag, Tony Scott. La campagne est lancée. Pour nous, quand vous l'achetez en précommande, c'est surtout qu'en fait il y a plus on récupère plus de mise en fait, nous et Akileos, l'éditeur, voilà, que si vous l'achetez en distribution. Alors je sais qu'il y a des gens qui apprécient d'aller feuilleter c'est normal, pour les gens qui viennent du papier, qui ont grandi avec la littérature, les revues, etc., c'est normal d'avoir envie d'avoir l'objet entre les mains et de le feuilleter avant de l'acheter. Mais c'est vrai qu'en tout cas pour nous, pour le soutien, ça nous aide vraiment en fait quand ça se passe pendant la campagne, pendant les précommandes. Donc voilà, on vous remercie déjà à tous ceux qui ont déjà précommandé. Et merci à tous ceux qui veulent le faire et à tous ceux qui nous suivent. Voilà, on se lance sur Ennemi d'État que tu vas nous pitcher, Rafik. Alors, c'est pas très compliqué à pitcher. Ennemi d'État, c'est un thriller, donc un techno-thriller qui démarre par le meurtre d'un politicien au bord d'un lac qui apparemment refuse de signer, on va dire, une nouvelle loi autour de la surveillance. C'est un des trucs pas réalistes du film. Voilà.
Un politicien de Washington qui veut pas signer un truc sur la surveillance, ok. Et qui se fait donc dézinguer par des gens de la NSA. Manque de bol. Ce lac est également filmé par un botaniste, enfin c'est pas un botaniste, un zoologue, jeune Jason Lee d'ailleurs, qui s'occupe des canards. Donc pour moi c'était déjà acquis que le film était un chef-d'œuvre parce qu'on a des gros plans de canards dans le film. C'est très important. Ouais. Et qui donc va se retrouver avec ce meurtre enregistré sur la preuve. Voilà, tout à fait. Donc on notera bien sûr l'ironie de la chose, c'est que des gens qui s'assassinent pour des questions de surveillance sont eux-mêmes pris au piège par une caméra. Et on va dire de fil en aiguille, ça va se retrouver dans le sac d'un avocat, donc joué par Will Smith. Puisque ce zoologue est un de ses anciens clients en fait, et on va dire un hasard scénaristique va faire en sorte que la preuve va se retrouver dans le sac de Will Smith, et dès lors Will Smith va devenir l'objet de toutes les surveillances. Donc la NSA va mettre tous les moyens pour le suivre à la trace et récupérer coûte que coûte ce document, cette fameuse vidéo. Et lui qui jusque-là doutait de la gravité de l'état de la surveillance de la société américaine va en faire les frais, puisqu'il va découvrir effectivement qu'on n'échappe pas au regard omnipotent de la haute technologie. Ouais. C'est assez marrant parce que c'est un film qu'on pouvait très facilement qualifier de conspirationniste en fait à l'époque, quoi. Mais en fait pour le comment c'est moins comment dire tendancieux qu'aujourd'hui en fait d'utiliser ce terme-là à l'époque, quoi. Mais le truc c'est que pour les besoins scénaristiques, c'est-à-dire que en gros en 98 quand c'est sorti, 1999 chez nous, déjà en fait on parlait d'une technologie, alors ça fait partie des petits éléments je trouve qui ont vieilli dans le film pour moi, c'est que toute la technologie qui est utilisée elle est vraiment obsolète, hein. C'est que des fils, c'est que des comment t'appelles ça, des micros attachés, c'est que des trucs comme ça et tout ça, etc. Et à chaque fois qu'il faut aller voir en fait si quelqu'un est sur écoute ou si y a une caméra dans le truc, etc., bah c'est toujours du matériel ultra vieillot, quoi, absolument pas digital, quoi. Mais le truc en fait c'est que ça mis à part, en fait c'est un film qui était extrêmement pression sur en fait sa logique de d'être comment ça s'appelle, en fait en gros d'expliquer comment le gouvernement, c'est-à-dire que en 98, on est en 98. En 2003, il y a quand même eu la signature, ou 2004, je crois, la signature du Patriot Act. Le Patriot Act, puis après, on a justifié par le 11 septembre et par l'entrée en guerre en Irak. Les Snowden et tout ça. Donc, on est maintenant assez familier, coutumier de ça. Non, ce qui était à l'époque inattendu et paranoïaque, c'était de considérer que ce genre de choses soit possible dans une société occidentale dite démocratique, et que jamais un gouvernement américain n'oserait aller à l'encontre de la constitution américaine qui garantit le respect de la vie privée à ses citoyens. Donc aujourd'hui c'est ça rétrospectivement qui fait sourire. De pays communistes post-guerre. On savait que les Chinois le faisaient déjà, mais enfin aux États-Unis jamais de la vie. Enfin. Ouais. Maintenant oui, je pense que moi dans mon souvenir quand le film est sorti, c'était déjà acquis. C'était des éléments de thriller, en fait. Ouais, mais c'était déjà acquis qu'un gouvernement avait ses moyens démesurés. On avait déjà vu des images d'opérations militaires qui étaient menées à distance via des satellites, etc. On se doutait que les choses étaient... Bon, bref. Non, ce qui est intéressant, c'est que il y a dans le film un hommage délibéré au thriller des 70s. Un film en particulier. Trois films, en fait, en l'occurrence, puisque les deux premiers qui avaient été envisagés, c'était Les 3 jours du Condor et The Parallax View, à cause d'un assassinat. Mais il y a effectivement un troisième film qui est cité de fait par son casting, puisqu'il s'agit de Conversations secrètes de Coppola. Et que dès l'instant où Bruckheimer a signé Gene Hackman, il était évident qu'il allait avoir
un lien qui soit tracé entre le personnage qu'incarne Gene Hackman dans ce film et celui qu'il incarnait dans le film de Coppola. Il y a carrément une séquence d'Ennemis d'État qui est un semi-remake de l'ouverture du film de Coppola, où ils suivent Will Smith et son ancienne maîtresse dans un square, dans un parc, en essayant de coordonner les micros, le son, etc., comme le faisait donc Gene Hackman dans le film. Ouais. Alors, c'est marrant que tu attribues ça plutôt à Jerry Bruckheimer, donc qui est le producteur du film, hein, qu'à Tony Scott, parce que en gros, c'est quand même une méthode que Tony Scott a déjà utilisée par le passé. C'est-à-dire que, en fait, True Romance, c'est une relecture de La Balade sauvage. Alors, à sa manière, encore une fois, ça veut pas forcément dire qu'il refait exactement le même film, quoi. Une citation musicale, tout ça. Voilà, le fait d'utiliser plus tard, Robert Redford dans Spy Game, c'est aussi une relecture de ces thrillers-là aussi dont tu parlais, quoi. C'est-à-dire, et les 3 jours du Condor, même si c'est fait différemment et tout. Donc, du coup, je pense que sans forcément le traiter de cinéphile absolument, c'est quand même un fait connu que ces réalisateurs-là utilisent ce qu'on appelle des histoires cachées en fait dans leurs propres films pour renouveler un petit peu ce qu'ils font, quoi. Donc je pense que ça vient plus de Tony Scott à proprement parler, en fait, vraiment la volonté de retraiter en fait le Coppola à travers ce film-là et d'en faire une version blockbuster, quoi. Enfin, le Coppola, c'est le film qui gagne à Cannes, et celui-là, c'est le film qui fait le box-office, quoi, tu vois. Mais pour autant, je pense que ça vient vraiment de Tony Scott, ouais, cet aspect-là, quoi. Je sais que, par contre, ça, c'est un des trucs parce que une des personnes qui a interviewé dans ce numéro, il y en a tellement, j'arrive plus à me rappeler, enfin, il est cité, mais c'est Jerry Bruckheimer. Encore une fois, une interview exclusive et tout. Et là-dessus, il m'a appris que c'était un film qui était déjà développé par son comparse Don Simpson avant qu'il meure. Oui. C'est un film qui a été compliqué à écrire parce que, mine de rien, ils ont passé 2 ou 3 ans sur le scénario, notamment avec le scénariste David Marconi, quoi. Et en gros, Don Simpson, apparemment, c'était le parano des deux, quoi. C'est-à-dire le parano c'était pas Bruckheimer. Et pour lui, ça le fascinait, en fait, l'idée que le gouvernement puisse, déjà à cette époque, dans un monde analogique, tu vois, puisse en fait, surveiller les citoyens. Surveiller les citoyens. Alors que Don Simpson, et de tous les citoyens américains, c'était vraiment celui qui avait rien à cacher. Ouais, le plus exemplaire. Donc voilà, quoi. Ouais. Mais bon, enfin, le truc, c'est que c'est assez marrant, en fait, de se dire ça. C'est-à-dire qu'on a tendance à vite oublier que, en fait, tous ces aspects, entre guillemets, paranoïaques peuvent venir d'une époque post-Watergate, c'est-à-dire que ce que tu pointes du doigt en disant le gouvernement ne t'écoute pas. Enfin, il y avait J. Edgar Hoover, il y avait le Watergate, il y avait tout ça. Donc, tout ça est quand même déjà un peu dans les esprits. Mais c'était effectivement à cette époque-là, ce qui est beaucoup plus difficile à faire aujourd'hui, c'était amoindri par par les médias, quoi. Donc là, en fait, le film il tapait un petit peu dans le mille sur ce genre de choses, quoi. L'autre aspect intéressant, moi, je trouve, du film, c'est que je sais pas, on en revient à la conversation qu'on avait probablement eue à l'époque. En fait, moi, ce qui m'a fait un petit peu halluciner quand j'ai vu Ennemis d'État, c'est de me dire, c'est incroyable, en fait, la technicité du film. C'est-à-dire que, en gros, à ce moment-là, en fait, pourquoi en fait, c'est le moment où j'ai fini par accepter que j'étais fan de Tony Scott, en fait, avec ce film-là, même si c'est pas mon Tony Scott préféré. C'est tout simplement parce que je voyais bien que le gars, en fait, il a amélioré sa forme au fur et à mesure du temps, quoi. C'est-à-dire que, en gros, pour moi, Ennemis d'État, c'est un moins bon film que True Romance, mais c'est un film qui est mieux filmé que True Romance. C'est-à-dire, ce que j'entends par là, c'est un film qui est mieux réalisé, parce que, en gros, au-delà même du fast-cutting du film, en fait, où là, on tombait dans l'époque, post-Michael Bay, quoi, et je pense qu'en fait, les deux se tirent un petit peu la bourre pour essayer de se rattraper. Je pense que Tony Scott, c'est de toute évidence une référence énorme pour Michael Bay, quoi. En fait, Tony Scott lui-même se retrouvait derrière, à suivre Armageddon et à faire, attends, faut que j'arrive, moi aussi, à raconter mon histoire pied au plancher, quoi. Donc ça, c'était le premier point, sauf que tu perds jamais de vue les enjeux de ce que le film raconte, en fait. C'est-à-dire que ça ne rentre jamais en ligne de compte, en fait. Le fait est que moi, ce que je n'appréciais pas auparavant dans la mise en scène de Tony Scott, c'est qu'elle était justement
elle semblait préoccupée par la belle image, donc de son passé ce qui est un fait, et notamment un usage intensif et parfois gratuit, je dis bien parfois, de la langue focale, et ce qui est un truc que j'aime pas quand c'est pas justifié, moi personnellement. Lui, il l'utilisait parce que c'est joli une langue focale quand elle est bien exécutée, mais ça allait pas plus loin que ça, y compris dans True Romance, où elle sert surtout à mettre en valeur les comédiens. Or là, il se retrouve avec un film qui justifie complètement le recours à ces techniques, puisque par essence, la surveillance se fait par du téléobjectif, donc par des focales écrasées, et en fait, ne serait-ce que l'ouverture du film, on pourrait presque la désigner comme des zooms successifs sur un grand poster. C'est comme si on avait pris cette scène au bord de l'étang, sur une photo gigantesque, et que la caméra allait zoomer, on va dire, toujours avec le même axe, en fait. Détail, voilà. Ouais. Alors qu'en réalité, non, elle est vraiment découpée dans tous les sens. Mais l'impression que ça donne, c'est déjà dès l'ouverture du film, t'as l'impression, toi, spectateur, d'être en train d'espionner ces gens-là, de voir quelque chose que tu devrais pas voir. Et tout le film va être porté par ce sentiment que ton regard de spectateur est activement une des caméras de surveillance du film. Du coup, ça justifie complètement le style que Tony Scott a développé. Il y a ça, et il y a aussi, pour moi, je pense, l'utilisation des écrans. En fait, c'est quelque chose que par exemple, si tu veux, tu voyais de manière, ici et là, par exemple, dans Le Dernier Samaritain, à la fin, tu te retrouves avec Bruce Willis qui se retrouve en haut de l'échafaudage, et tu le vois en fait multiplié en fait sur le grand écran en LCD assez dégueulasse, comment dire, et du coup en fait il crée un style et une espèce, en fait pour moi il rajoute de la profondeur de champ dans justement en fait une longue focale, ce qui est le principe de la longue focale, c'est que justement tu perds la profondeur de champ, mais lui en fait rajoute des informations derrière, des informations qui dédoublent en gros ce qu'il est en train de raconter, ce qui pour moi rajoute entre guillemets à l'image du fond, c'est-à-dire un peu quelque chose en fait où en tout cas ton œil est attiré par ce genre de choses. Et ce qui est intéressant en fait dans ce film là, c'est que bon, tu te retrouves avec un film sur la surveillance, avec des gens qui regardent des écrans, donc en fait, si tu veux, qui sont en train de regarder des écrans dans des écrans. Même chose avec l'utilisation en fait de la vue satellite. Alors, ce qui est assez marrant en revoyant le film là, c'est que la vue satellite, finalement, elle est assez, peu utilisée. Hein. Moi, dans mon souvenir, elle était beaucoup plus utilisée que ça. Elle est surtout flashy dans le générique d'ouverture, qui, rappelons-le, et dans la poursuite avec Jason Lee, qui utilise des images d'archives, et ça je pense que c'était aussi une façon de dialoguer avec le public de l'époque, parce que le public de l'époque, surtout américain, était déjà hyper coutumier de ces images de poursuite, tu sais, les émissions américaines un peu sensationnalistes qui te montrent tout ce qui a été filmé par l'hélicoptère d'un mec qui a cherché à fuir la police, etc. Et donc tu t'étais habitué à cette vue du dessus d'un pauvre gars en train d'errer dans les ruelles de Los Angeles, et ils en utilisent plein en fait dans le générique d'ouverture. C'est une façon de dire aux spectateurs, vous faites déjà partie de cette société de la télésurveillance perpétuelle, en fait, quoi. On est dans les années 90. Ouais. L'un des moments charnières, en gros, si tu veux, de cette période-là, c'est déjà en premier lieu Rodney King qui s'est fait le passage à tabac de Rodney King qui a été filmé. Mais même pas les passages à tabac et les émeutes, c'est-à-dire que les émeutes, on les a surtout vues d'hélicoptère. Ouais, et la poursuite en hélicoptère de Jay Simpson. Voilà, donc il y a tout un tas d'éléments qui a été retranscrite en fait à la télévision, quoi. Et donc tu as tous ces éléments là où en fait alors ça aurait été presque, cohérent de faire le film à Los Angeles, puisque c'est vraiment la ville hélicoptère par excellence, quoi. Mais en fait, bon, comme ça se passe dans les arcanes du gouvernement, forcément ça se passe à Washington, à Baltimore, dans tous ces lieux-là, quoi. Et ça, je pense que ça fait partie de la thématique conspirationniste du film, quoi. Mais en tout cas, ouais, ce qui est assez intéressant, c'est que justement ces vues satellites, ça c'est Dan Mindel, donc le chef opérateur du film, qui était un collaborateur de Tony Scott depuis des années, et que Tony a testé,
Tony Scott a testé en fait sur ce film-là, quoi, en tant que chef opérateur, qui m'a expliqué qu'en gros, ils ont filmé toutes ces vues satellites avec en fait des hélicoptères. Parce que Tony Scott était aussi très connu pour ça. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, il prenait des plans d'hélicoptères en permanence, quoi. Il y avait même parfois dans certains films un hélicoptère qui partait, dès qu'il atterrissait, t'as l'autre qui décollait. En fait, voilà, il tournait en permanence. Faut savoir que c'est quelqu'un qui shoot énormément. On était en pellicule à l'époque, et ça fait partie du budget en fait de films. C'est la raison pour laquelle en fait même un film comme True Romance, qui est considéré comme un film indépendant, à l'époque était un des films des indépendants les plus chers en fait de l'histoire, puisque il avait coûté 25 millions de dollars, juste parce que en gros, Tony Scott tourne, quoi. Ça fait partie de son budget. C'est quelqu'un, les 12, 13, 14 caméras, c'est quelque chose qu'il a mis en place au fur et à mesure en fait de son travail. Mais ce qui est intéressant là-dedans, je trouve, c'est que c'est sa manière de couvrir, on va dire, les événements, mais tu ne perds jamais, encore une fois, la technicité générale, c'est-à-dire, encore une fois, l'efficacité pure et dure. Moi, c'est le premier truc que j'ai vraiment apprécié en fait avec Ennemis d'État, c'est vraiment le sentiment d'efficacité pure et dure, c'est-à-dire d'arriver à avoir tous les éléments pour créer un thriller. Alors évidemment, il y a le montage derrière, et ça là-dessus, il est très très pointilleux aussi, quoi. Mais et d'ailleurs avec des trucs un peu étranges dans ce film-là, je sais pas si ça t'a frappé toi aussi, parce que c'est un truc qu'on voit plus vraiment aujourd'hui au cinéma, quoi, sauf quand c'est volontaire, quoi. Mais il y a des séquences d'action, des petits moments en fait qui sont en accéléré, parce que en gros c'était une des premières fois enfin c'était pas un des premiers films, mais c'est les débuts de la vid à l'époque, en fait, les débuts du montage numérique, et en gros t'as des séquences, notamment une séquence où de mémoire, en fait, Will Smith essaye de se débattre avec un truc qui prend feu. Et en gros, toute la séquence, elle est accélérée, quoi. Et ça, c'est marrant, j'en ai parlé avec Chris Lee Benson. C'est pas qu'il se débat avec un truc qui prend feu, il se met lui-même. Ah oui, c'est ça, voilà. Pour faire venir les pompiers. Ouais. Voilà, c'est ça. Et en fait, t'as toute cette scène qui est un petit peu en accéléré, ce qui est un truc que, quand c'est Mad Max Fury Road, tu sais qu'il fait référence au cinéma muet, quoi. Tu sais qu'il se réfère à ça. Là, c'est un peu plus étrange, quoi. Mais c'est assez marrant, parce que c'est toute l'idée, c'était d'être le plus dynamique possible, le plus je pense qu'il y avait une trouille de perte de spectateurs avec un sujet qui n'est pas un sujet d'action à proprement parler, quoi. Oh bah, je sais pas, si, pour moi, c'était un film qui est facilement pitchable, etc. Oui. Qui, en plus, a été vendu sur une image assez forte, puisque il y a donc une scène dans le film où, lorsque Will Smith finit par comprendre qu'il est, comment dire, tout ce qu'il porte sur lui a été infiltré par des appareils électroniques, finit par comprendre que la seule façon d'échapper à ses poursuivants, c'est de se mettre entre guillemets à poil, quoi. Donc bon, ça donne l'occasion d'une petite séquence de détente comique, puisqu'il décide de se déshabiller dans la chambre d'hôtel d'un couple de vieux Chinois. Ils pensent que c'est un cadeau que l'hôtel leur a fait, de leur envoyer un stripteaseur. Et en fait, on a cette image marquante. Ça, c'est un gag à la Michael Bay. Clairement, et on a cette image où la Roland Emmerich, pour citer les plus grands, et on a donc cette image marquante par la suite de Will Smith en train de courir dans le tunnel de Los Angeles en robe de chambre. Et ça, c'était une image qui a vraiment servi à la promo du film. Cette idée d'une société tentaculaire qui écrase l'individu, et l'individu on est réduit à courir en robe de chambre dans la rue. Ça, je pense que dans mon souvenir, c'était ça qui faisait que le public allait vers ce film-là, quoi. Non, si, quand même, un pitch comme ça, tu sais d'avance que c'est un film qui va pas s'arrêter, enfin, je veux dire, où une fois que le truc est enclenché, le héros est pris en chasse. Alors, écoute, je vais peut-être reformuler un tout petit peu, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, là, c'est Will Smith qui joue le rôle. C'est la seule fois d'ailleurs qu'il va tourner avec Tony Scott. Moi, je trouve que ça fait partie des petits problèmes du film. Non pas que moi, j'apprécie plutôt Will Smith de manière générale, hein, mais je trouve que ça peut même être plutôt un bon comédien. Mais là, en gros, on était encore en mode je me débarrasse du Prince de Bel-Air, et je me suis pas totalement débarrassé de ça. C'est Bruckheimer qui me racontait ce truc. J'aime bien, je name drop, tu vois. Bruckheimer me racontait donc que la problématique en fait entre Gene Hackman et Will Smith, c'est que ça créait des situations où Will Smith était encore dans l'improvisation. Donc il y avait 7-8 prises
où en gros, en fait, il disait des conneries, il faisait des blagues, etc., etc. Et puis t'as l'autre qui attendait tranquillement, qui rangeait son frein, parce que c'est un acteur de la méthode, Gene Hackman. Il avait appris toutes ses lignes de dialogue dans le week-end avant de tourner, etc., etc. Et en gros, quand c'était terminé et qu'il savait que Tony Scott allait pousser Will Smith à reprendre le scénario et à suivre le scénario, là, d'un seul coup, il donnait ce qu'il avait à donner pour la séquence, quoi. Je pense qu'avec un Tom Cruise, c'était lui qui était prévu à la base, ou un Denzel Washington, pour prendre quelqu'un avec qui, Tony Scott a beaucoup tourné. À mon avis, ça aurait été un peu plus sérieux, un peu plus dans le ton général du reste du film, quoi. Je trouve qu'il détonne un tout petit peu Will Smith, mais que ce soit en fait, par exemple, c'est intéressant le relationnel avec sa femme. C'est intéressant cet aspect où elle est paranoïaque. Elle est paranoïaque et lui, il essaie de la remettre en cause, quoi. Et lui dire qu'elle en fait trop, etc., avant de réaliser qu'elle en faisait pas assez, quoi. Ça, c'est intéressant, mais en fait, ce qui prend le pas, c'est plus les blagues qui se font qu'autre chose, quoi. Donc, le truc, c'est que c'est là où je trouve que c'est un petit peu dommage que tout ça parasite un petit peu pas le sérieux du film, mais en tout cas, la thématique. Ouais. Et ce que je voulais dire, ce que je voulais rajouter par rapport à ça, surtout, c'est que pour prendre en fait la notion que peut-être c'était prévu pour Tom Cruise en fait ce projet-là, production Bruckheimer oblige et tout. En gros, je sais pas, quelques années auparavant, Tom Cruise il avait fait un de ces thrillers absolument soporifiques qui est la firme en fait de Sidney Pollack, où c'est chiant à mourir, quoi, en fait. Donc tu peux, en fait, t'as beau avoir des mecs qui courent, t'as beau avoir un grand sujet à proprement parler, tu peux faire un film chiant. C'est ça que je veux dire. Et Tony Scott, il faisait pas des films chiants. Ouais. On a eu Oliver Stone qui s'était intéressé au projet aussi. On va dire que le sujet sociologique était presque fait pour lui. Mais je me demande si, parce que on parle du Oliver Stone post Tuerney, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il aurait bien pu faire d'un truc comme ça? Ça aurait été intéressant. Enfin, en tout cas, le fait est que ce film semble vraiment du sur-mesure pour Tony Scott à l'époque où, en tout cas, où il sort, quoi, et où justement Tony Scott a mis en place au point sa méthode de filmage qui va lui permettre ensuite des Spy Game, des déjà vus. Là, pour moi, je considère Spy Game comme étant son chef-d'œuvre personnellement, mais c'est vrai que parce que t'as pas vu Man on Fire. C'est vrai que j'aime bien préciser que donc Man on Fire est sorti il y a plus de 20 ans et je n'ai toujours pas vu Man on Fire. Ouais. Je vais essayer de faire une séance Capture Mag Man on Fire, il sera obligé de venir pour le voir. Sachant qu'il y a toujours eu à la fois le DVD plus tard le Blu-ray à côté de ma télé. Hein, ouais. Bref, toujours est-il que ça préfigure évidemment le travail sur les cartes, la géopolitique de la scène bien sûr de Spy Game. De Spy Game, quoi. Mais alors il y a ça. Et il y a un autre élément en fait qui pour moi en fait pour le coup, parce qu'on a un petit peu parlé de Michael Bay, on a un petit peu parlé du style et le truc c'est que le truc avec Tony Scott, c'est que je pense qu'aussi une des raisons pour lesquelles en fait c'est quelqu'un qui était mésestimé par la presse et c'est déjà son statut de pubard, c'est-à-dire le premier truc, quoi, qui en fait est pas illégitime, hein, c'est-à-dire qu'encore une fois, Top Gun, honnêtement, c'est un film qui a pas vraiment de substance, quoi. Le titre de la revue, enfin le titre de notre livre là sur Tony Scott, c'est Le style et la substance, parce que c'est une conversation que j'avais eue avec lui à l'époque où lui se plaignait qu'on lui reprochait ça. Et c'est potentiellement vrai sur Top Gun, c'est potentiellement vrai sur Revenge éventuellement, quoi, mais c'est beaucoup, et Days of Thunder, Jour de tonnerre, quoi, c'est beaucoup moins le cas plus tard en fait. C'est-à-dire que et l'un des éléments, c'est que en premier lieu, il travaillait sur des vraies charpentes scénaristiques, c'est-à-dire quand tu travailles avec Shane Black ou Tarantino, bon, d'un seul coup t'as quand même un peu plus de matière, quoi. L'autre aspect qui est hyper intéressant, moi je trouve en fait, et qui vraiment me semble avoir démarré avec Ennemi d'État, c'est en fait sa volonté, mais presque psychorigide, hein, de tout documenter. C'est-à-dire que en fait, que ce soit sur Ennemi d'État, que ce soit ensuite sur Spy Game, que ce soit en fait sur Man on Fire et plus tard sur sur Taking of Pelham 1, 2, 3, Unstoppable et tout, c'est que en gros, en fait, Tony Scott est allé chercher les vraies personnes qui travaillaient vraiment dans ces milieux-là,
Et il se servait même en fait parfois des gens qui communiquaient avec lui pour les recréer à travers certains personnages dans les films, quoi. Et là en l'occurrence ils sont. Ça peut aller jusqu'à des modifications de script en l'occurrence, puisque on l'a pas précisé, mais donc même si c'est Marconi qui a en gros écrit l'histoire et développé les premières versions du script, il y a eu une grosse réécriture Aaron Sorkin. Par Aaron Sorkin, qui était pas hyper connu à l'époque. C'était avant que West Wing. C'était juste avant. Arrive, mais donc voilà, qui était déjà dans son comment dire, dans son jeu de mise en boîte de la politique américaine, etc., via ces dialogues interminables. Là, on peut pas dire que le film soit si bavard que ça. Mais il y a eu également donc deux anciens je crois de la NSA ou de la CIA, je sais plus. Non, je crois que c'est NSA, non, c'est qui ont participé donc à polir un peu tous les dialogues dits techniques, même s'il reste dans le film des choses complètement fantaisistes. Et notamment, il faut le préciser quand même, historiquement ça a son importance, un an avant Matrix, on a le premier bullet time, puisque donc au cinéma, puisqu'on a donc ce moment complètement faux. Je sais pas s'il a été tourné comme un bullet time d'ailleurs. Hein. Ça y ressemble un peu. Ouais, ça y ressemble un peu. Mais encore une fois, comme ce qu'on appelle le bullet time, c'est un truc qui avait été testé déjà sur le vidéoclip auparavant, et donc peut-être sur la pub. À mon avis, Tony Scott était au courant de l'existence de cette technique. Mais toujours est-il que donc il y a un moment où ils parviennent à repérer le personnage de Will Smith par la vidéosurveillance d'une boutique, et comme ils n'ont pas l'élément qui leur manque, il leur manque un élément crucial. Le personnage de Jack Black demande à faire un panneau de 75 degrés, je crois, et donc t'as littéralement la caméra qui se met à tourner autour des comédiens. Chose évidemment impossible, mais bon, donc ça fait partie des quelques éléments fantaisistes au niveau technologique qui restent. Après, il y a eu des caméras en fait qui ont été créées sur ces trucs-là. Il en utilise d'ailleurs une sur Déjà Vu. Hein. Oui. Mais bon, c'est pas exactement le même procédé. C'est pas du bullet time, encore une fois. Et puis il y a aussi tous ces moments où en gros il faut quand même expliquer au public de l'époque, qui est pas forcément familier de toutes ces techniques, des choses qui peuvent tomber sous le sens. Je sais qu'il y a une séquence où donc Gene Hackman est en train de parler avec Will Smith sur le toit d'un immeuble, et les gens de la NSA n'arrivent pas à déterminer qui est ce type, parce qu'à aucun moment il ne regarde au-dessus de lui. Il a toujours il regarde, bon bref, et d'expliquer posément aux spectateurs, oui, parce qu'en fait une image satellite ça ne voit que du dessus. Mais c'est fait au cas où t'aurais mais je pense que c'est fait pour justement justifier le moment où il va en fait montrer son visage à la fin du film pour sortir le truc. Je pense que c'est un élément scénaristique. Alors il faut savoir un truc sur l'écriture à la Bruckheimer, parce que c'est aussi un truc dont il m'a parlé. En fait, c'est que en gros, lui, sa logique, en fait, d'aller chercher parfois 10-12 scénaristes en fait pour réécrire le truc, c'est que ce n'est pas forcément, déjà qu'ils ne sont pas tous crédités, puisque les règles. Il y a Tony Gilroy aussi qui a. Les règles de la Writers Guild of America, c'est que en gros, en fait, sont crédités les gens qui ont le plus participé à l'écriture. Donc David Marconi en l'occurrence, Aaron Sorkin ou Tony Gilroy ne sont pas crédités, mais pour une raison très simple, c'est qu'en fait, justement, dans l'arbitrage, il se concentre sur certaines scènes spécifiques, et la logique de Bruckheimer est de dire en gros tous les scénaristes ne savent pas tout faire. C'est-à-dire il y a des gens qui sont pas bons dans l'humour, il y a des gens qui sont pas bons dans le suspense, etc. Et l'idée c'est d'aller chercher, et les quelques personnes qui sont bons partout, généralement ce sont ceux qui travaillent, quoi. Voilà, donc le truc c'est que souvent en fait il les engage pour une semaine de taf, et du coup je crois qu'il y a peut-être même Robert Towne qui a réécrit un petit peu aussi le film. Enfin voilà, c'est tout son pool de scénaristes habituels qu'il a utilisé, quoi. Et voilà, après moi j'aurais eu tendance à croire que ça tend un petit peu à dénaturer le point de vue, en fait, d'avoir autant de voix à l'écriture. Mais force est de constater que, je veux dire, aujourd'hui, on a complètement perdu le sens d'écriture dans tous ces films, des films de ce budget, de cette carrure-là, de ce budget-là, que bon, voilà, en fait, là, quelque part, c'était un petit problème de, comment dire... Enfin, on savait pas à quel point et puis un autre truc aussi, ce qui fascine quand on revoit le film aujourd'hui, ça rappelle à quel point dans ces années-là, sur une grosse production, on pouvait avoir
autant de monde parce que autre truc de à la Bruckheimer. Oui, le casting, ça n'en finit pas. Tous les seconds rôles sont interprétés par des comédiens, alors qui peut-être à l'époque pour certains débutaient, mais qui étaient déjà bien confirmés, bien affirmés. On a parlé de Jason Lee donc dans le rôle du botaniste. Il y a Jason Robards qui se fait tuer donc au début du film, qui joue le politicien. On a John Voight. Bon bah lui il a un rôle sobre. Il a un rôle. Non mais il a un rôle de premier plan. Ouais. On a Seth Green qui fait un des jeunes de la NSA dans la caravane. Jack Black, l'informaticien. J'en oublie plein. Barry Pepper qui fait un des tueurs. Barry Pepper qui fait. J'allais dire un tueur à gage, mais c'est pas un tueur à gage parce que c'est des gens de la NSA et tout. Mais... Lisa Bonet qui joue donc l'ex-maîtresse de Will Smith et qui, à ma connaissance, Tony Scott voulait bosser avec elle depuis qu'il avait vu Angel Heart d'Alan Parker. C'est là où il l'avait repéré. Enfin. Il n'y a pas un seul second rôle qui soit confié. Ouais, apparemment, c'est aussi un truc de Tony Scott parce que, en gros, c'est un truc qu'une des directrices de casting que j'ai interviewé sur le film, qui n'a pas bossé sur Ennemi d'État pour le coup, m'expliquait, elle me disait, en fait, en gros, Tony Scott, il voulait des stars. En fait, même si c'était un tout petit rôle, il voulait que ce soit une star, quoi. Et du coup, il courait derrière, en fait, pas mal de casting. Et puis, apparemment, sa logique de casting était très, très, très poussée. C'est-à-dire, il fallait qu'il voie les films, il fallait qu'il voie qu'il voie les bandes, des auditions déjà, mais ensuite, il fallait qu'il voie tous les films que le mec avait fait pour être sûr de... Alors bon, justement, par rapport à ce casting très fourni, il y en a peut-être un qui est légèrement problématique, on va dire. Bah, c'est Tom Sizemore, qui donc joue le rôle d'un mafieux, puisque donc le personnage de Will Smith, l'affaire sur laquelle il travaille est une affaire qui touche donc à un mafieux qui a été repéré sur une vidéocassette participant à une réunion à laquelle il n'aurait pas dû participer. Et en gros, Will Smith se sert de ça plus ou moins pour le faire chanter, ou en tout cas, pour sauver son client, ce qui va le mettre dans de sales draps. Et d'ailleurs, dans un premier temps, il va croire que ceux qui le poursuivent et qui l'espionnent sont des gens de la mafia. Et apparemment, j'ai l'impression que toute cette partie-là a été tournée en 2 jours parce que c'est un seul décor. Donc Tom Sizemore, il a littéralement sa table à manger qui lui sert de table de réunion et qui est littéralement dans ses cuisines, quoi. Dans la cuisine de son restaurant, ouais. Et donc, du coup, comme il fait très chaud dans la cuisine, il est tout le temps en train de transpirer à grosses gouttes et tout. C'est vraiment le mafieux un des plus caricaturaux qu'on a eu dans les années 90, je trouve. Ouais. Mais ça surtout que c'était Tom Sizemore en mode full cocaïne, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, mais si tu veux, dans un film qui par ailleurs se prétend, on va dire un peu réaliste, etc., on a quand même une imagerie hyper. Ouais, mais ça c'est un truc. Alors c'est marrant parce que ouais. Alors moi j'allais dire en fait le truc aussi avec Tony Scott, c'est qu'encore une fois il fait du cinéma en fait pur et dur. C'est-à-dire que en gros et c'est pas. Enfin, j'adore Tony Scott. Hein, encore une fois, je veux dire, je passerais pas 6 mois à bosser avec sur un truc comme ça et tout si j'adorais pas Tony Scott. Maintenant, faut quand même reconnaître que c'est pas le mec le plus fin de la planète non plus. Donc le truc, c'est que comment dire, ce qui est assez marrant, c'est que tu retiennes cette logique, alors que pour moi, en fait, c'est l'utilisation de ces motifs en fait qui reviennent assez régulièrement. Tu regardes Domino, tu regardes. En fait, un personnage comme celui de Sizemore, il avait plus sa place dans un film comme True Romance, si tu veux, qui te fait passer d'un personnage délirant à l'autre, d'un dealer rasta, tu vois, à un mafieux sicilien. Là, tout d'un coup, de le voir débouler dans Ennemi d'État, déjà à l'époque, ça m'avait troublé, ça m'a encore plus retroublé à la revoyure, sachant qu'en plus, bon, on a un des plus moches... Attention à ce que tu vas dire. Vas-y. Mexican Standoff des années 90, bah si, il faut le dire. Mais non, bah c'est on a fait un épisode de Déjà Vu sur Mexican Standoff que je vous invite à voir. On a peut-être il était dedans. C'est parce qu'on voulait pas remettre True Romance. Le truc en fait, c'est que c'est plus ou moins la scène finale de True Romance. Ce petit passage là, c'est un. Alors, scénaristiquement, le Mexican Standoff, il est justifié. On est dans un film où finalement tout le monde surveille tout le monde espionne tout le monde a un dossier sur tout le monde. Et du coup, que ça se termine par un Mexican Standoff, c'est presque couru d'avance, on va dire. Ce que t'es en train de me dire, Rafik,
critique, c'est que t'aimes pas trop Tony Scott. En fait. Non, mais là, en l'occurrence, celui-ci, il est particulièrement moche. Le cadre est pas beau, la cuisine, elle est toute moche. Il se tire dessus. En plus, j'ai l'impression que c'est les premiers essais de rajout numérique, enfin des flashs, des flashs de flingues et tout. Ça se voit un peu. Alors que le reste du film est hyper soigné. Là, je trouve cette partie un peu problématique, quoi. On va pas rester sur ce mot-là. Non. Il faut parler de Gene Hackman, donc du coup, qui est vraiment qui porte la seconde partie du film. En fait, il y a vraiment un passage de relais. On peut dire que dans la deuxième heure, le personnage de Will Smith devient un peu son toutou quelque part, quoi. Bah, c'est-à-dire que, bon, déjà, t'as Gene Hackman en mode, comment dire, Tony Scott, hein, donc c'est beau, il est brillant, il a des couleurs partout, enfin, il est formidable et tout, tu vois. Non, mais c'est vrai. Parce que, mine de rien, en fait, il y a une façon de filmer les stars aussi. Ouais. C'est-à-dire que moi, c'est ce que j'apprécie, en fait, dans le cinéma de Tony Scott. On a beau dire c'est clinquant, c'est tout ce que tu veux, etc., il y a une façon de filmer les stars. Un mec, en fait, qui a du charisme, tu le filmes d'une certaine manière. Et ça, Tony Scott, en fait, il va à fond les ballons, y compris dans celui-là, peut-être un peu moins que dans USS Alabama. Ah bah là, USS Alabama, il est incroyable. Enfin, il est magnifique dedans, quoi, avec sa casquette. Il a littéralement la tête de Tony Scott. C'est-à-dire, il a le cigare, il a la casquette, il a le petit chien, il a tout, quoi, tu vois. Donc voilà. Mais là, en fait, si tu veux, ce que je trouve assez, c'est qu'il a le mode, enfin, il a le traitement Tony Scott, en fait, sur Gene Hackman, parce que bon, Gene Hackman, on l'a quand même tous découvert avec French Connection, quand même, tu vois. Donc plus brut de décroffrage dans la mise en scène et tout ça, tu peux pas, en fait, tu vois. Là, c'est l'inverse, tu vois, c'est hyper maniéré, c'est hyper voilà, quoi. Et puis moi, il a une des meilleures scènes du film, en fait. Il a une des meilleures scènes du film. C'est pas la meilleure scène, c'est pas à cause de Gene Hackman, c'est son personnage, je veux dire, tu vois. Mais ils font péter un immeuble entier. À cette époque-là, on faisait péter des immeubles entiers dans les films. C'est ça qui est beau. Pour couvrir ces avec un train qui arrive en fond, avec tout ça, 14 caméras, tu vois. Tony Scott. Voilà. Donc oui, donc Gene Hackman, tu voulais dire quoi sur Gene Hackman, Rafik? Tu voulais parler de son jeu d'acteur. Mais déjà que le personnage est intéressant, puisque donc c'est un ancien de la NSA qui a littéralement disparu et qui continue à espionner tout ce qu'il peut espionner en s'étant, enfin, comme une sorte de hacker, en fait. Voilà, il est installé dans une usine désaffectée je crois de charbon, un truc comme ça, parce que en gros ça renvoie les trucs satellites, du coup c'est plus difficile à surveiller. Enfin, il y a tout un délire autour de la paranoïa du bonhomme et du petit monde qu'il s'est créé pour qui est assez intéressant, quoi, et qui à cette époque-là était réservé plus justement à des personnages de hackers dans la fiction plus jeune. Voilà, plus jeune, qu'à des vieux briscards qui ont fait les années 70, et là en l'occurrence la révolution iranienne. Enfin voilà, je trouvais intéressant, et donc comme on le disait en début d'émission, le trait qui est tiré avec le personnage qu'il interprétait dans le film de Coppola. On peut presque voir Jon Voight comme ce qu'aurait pu devenir Gene Hackman s'il était resté dans les services, en fait. Bref. Il y a ça, je pense aussi qu'il y a il représente probablement, en fait, la notion du contre-pouvoir dans le film, c'est-à-dire ce que j'entends par là, mais ce qui est, je pense, un truc, en fait, que Tony Scott c'est une des thématiques que Tony Scott a beaucoup traité dans son cinéma, en fait, la notion de l'individu vis-à-vis face à la machine, quoi, qu'elle soit bureaucratique, qu'elle soit, enfin voilà, littéralement industrielle dans Unstoppable, enfin ce genre de choses, quoi. Et en fait, je pense que c'est un truc qui même si, je sais pas à quel point il s'en rendait forcément compte ou pas, en fait, mais qui trahit la notion, en fait, qui démontre, en fait, que Tony Scott faisait quand même aussi des films qui l'intéressaient. C'est-à-dire que, en gros, toute cette notion de dire c'est un shooter et il faisait un peu n'importe quoi et il prenait les films qui venaient, c'est pas vrai, en fait. C'est-à-dire que, en gros, le cinéma, c'était hyper important pour lui. Il avait vraiment cette notion. C'est pas. J'ai vu une interview récemment de son frère Ridley qui disait qu'on lui avait proposé 20 millions de dollars pour faire Terminator 3 et qui, en gros, on pouvait pas l'acheter, en fait. Et t'as envie de dire, mais mec, t'as fait Gladiator 2, quoi. Tu vois, donc en fait, pas à moi. Tu vois. Et quelques aliens aussi, donc il faudrait parler un jour. Non, mais voilà, et c'est vrai que, comment dire, même si Tony Scott lui-même, à un moment donné, a forcément fait quelques films, tu vois, disons qu'en fait, les raisons pour lesquelles il les a fait étaient presque des raisons
périphériques, c'est-à-dire par exemple The Fan, il l'a vraiment fait pour tourner avec De Niro, quoi. C'est-à-dire, c'est bien de préciser que Ennemi d'État rentre aussi sous le label Scott Free Production, donc la compagnie qu'ils avaient créée à l'époque de ce grand classique qui est L'âme de fond, Wet Squall, qui s'était planté. Ensuite, il y a eu The Fan qui a été produit aussi par Scott Free, qui s'est planté aussi. Mais du coup, Ennemi d'État, à ma connaissance, c'est leur première production rentable, vraiment, sur le marché international, avant le carton délirant de Gladiator qui va les renflouer pour des années. G.I. Jane. Alors oui, t'as raison. Non, mais G.I. Jane, c'est pas un carton. Ouais, mais il y avait une G.I. Jane aussi entre temps. Mais, en tout cas, Ennemi d'État, ça les a bien renfloués parce que mine de rien, il fallait la garder. Après, ça s'inscrit sous RSA. RSA, c'est Ridley Scott Associates. Et en fait, le truc, c'est que Scott Free fait partie de RSA. Et RSA, c'est vraiment la pub. Et en fait, littéralement... je veux dire, dans les années 90, t'avais Propaganda qui est venu comme une concurrence, mais bon, en gros, en fait, il a fait tourner un nombre incalculable de cinéastes, en fait, dans RSA et tout ça, etc. Et en gros, ça faisait tourner la machine aussi, hein, il faut être honnête, hein. Ça servait aussi à ça, la pub, hein, pas que à expérimenter, tout ça, etc. Non, moi, ce que je retiendrai, en tout cas, d'Ennemi d'État, c'est de m'être dit vraiment, ok, c'est le champion de l'efficace. En fait, ce qu'il sait faire, en fait, son style, il l'affine au fur et à mesure. Même un film comme Le Fan, que j'aime pas trop, hein, sur le papier, en gros, c'est un film qui a une gueule, en fait, quoi, et qui est vraiment, en fait, assez efficace. Je sais que la première demi-heure, c'est raconté, au cordeau. Après, ça part un peu en cacahuète, hein, c'est pas toujours très intéressant. C'est même pas la meilleure performance de Robert De Niro. On peut comprendre pourquoi il a essayé de faire le film ici et là. On peut comprendre en fait ces tripes maniéristes, notamment par exemple tourner toute une scène de baseball à la fin sous la pluie et tout ça, etc. Ce qui normalement techniquement déjà c'est infernal à tourner, mais en plus s'il pleut, les joueurs de baseball arrêtent de jouer, quoi, en gros, tout bêtement. Donc en fait voilà quoi. Mais en fait voilà, je pense que tous les éléments dont on a parlé, en fait, font que je sais pas si on va utiliser le terme de la maturité, parce que j'aime pas forcément ce terme, je trouve que c'est un peu un terme galvaudé de critique. Non, mais c'est de l'affirmation. Mais en tout cas, ouais, de l'affirmation de soi, en fait, Ennemi d'État, c'est là, et surtout, encore une fois, dans le cadre d'un très gros film, d'un film à très gros budget, shooté en 70 jours, avec un casting, comme tu l'as dit, absolument phénoménal et tout. Gabriel Byrne, j'avais pas cité... mais qui est super en fait. Ouais, ce qui est super en fait, c'est l'emploi qu'ils en font, c'est-à-dire que en gros, parce que c'est ça aussi que tu faut. Un petit spoiler, c'est-à-dire qu'en gros, les gens croient que c'est le personnage de Gene Hackman en fait. Ouais. Et l'idée d'aller chercher quelqu'un qui était à l'époque aussi quand même une vedette, tu vois, c'était en fait de détourner le truc, ce qui est généralement mal foutu en fait. Non, c'est effectivement une bonne idée d'avoir un comédien connu dans ce rôle-là, parce que du coup, tu crois effectivement que c'est bel et bien lui que tout le monde est en train de chercher. Oui. Voilà. Donc en fait, t'as pour moi en fait en premier lieu, je me rappelle vraiment m'être dit, ok, c'est un cinéaste qui est putain d'efficace en fait, c'est-à-dire vraiment en fait quand je vais voir un blockbuster d'action dynamique, divertissant et tout ça, etc., le mec il avait juste délivré comme c'est pas possible. Et après effectivement, à partir de cette base, c'était déjà le cas dans Le Dernier Samaritain pour moi, hein, c'était déjà le cas dans True Romance, quoi, mais à partir de cette base, pour moi il n'a quasiment fait qu'évoluer jusqu'à Man on Fire. Il s'est un petit peu perdu dans ses expérimentations avec Domino. Moi, je pense à cause d'un scénario pas très finaux, quoi, et en tout cas moins finaux que d'habitude. Mais voilà, par contre, pour avoir revu et réévalué, je trouve que en fait, son remake de l'attaque du métro, enfin des Pirates du métro, c'est super. C'est vraiment, pardon, hyper bien foutu, quoi. Et Unstoppable, c'est un film qui dure 1h40. Qui va pied au plancher, qui est super, en fait, qui a l'air super simple, mais qui en fait est hyper complexe dans sa fabrication, quoi, et qui est hyper dynamique, hyper efficace, quoi. Donc, moi, je sais que quand Tony Scott est décédé, le truc que je me suis vraiment dit assez égoïstement, je me suis dit, putain, en fait, je verrai plus un nouveau film de Tony Scott. Et pour moi, c'était la démonstration que c'est quelqu'un qui avait un style unique. Et quand je dis unique, c'est hyper important parce que, comme j'essaie de le pointer tout à l'heure du doigt, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on a beaucoup, comparé à son frère, généralement de manière négative,
qu'on a beaucoup aussi comparé à Michael Bay, ou Michael Bay on l'a comparé à Tony Scott et vice versa. Mais en fait, pour moi, c'est trois cinéastes qui ont leur style distinct, quoi. En fait, donc le truc, c'est que, je veux dire, il y a des points de référence parce qu'il y a. On n'a pas forcément envie de revoir les films du Ridley Scott de l'époque. Enfin, je veux dire, si tu devais, à choisir entre Ennemi d'État et G.I. Jane, je pense que le choix est quand même assez vite. Si t'entends certaines personnes, nous ici, oui, mais en fait, si t'entends certaines personnes, non, tu vois. Mais bon, apparemment, c'est un film je pense que G.I. Jane, c'est un film qui est oublié aujourd'hui. Je pense que les gens te citeraient Gladiator ou je sais pas. Faucon Noir, oui. Voilà, c'est ça. Voilà, donc on a fait le tour d'Ennemi d'État. Oui. Voilà. Donc, est-ce qu'on remet une petite pièce sur le numéro donc est en précommande. Voilà, sur Tipeee. Voilà, donc mot-clé Capture Mag. Entre 20 et 22 interviews. En fait, je suis encore en train de délibérer. J'attends une personne que je vais pas citer parce que en fait, si je l'ai pas, c'est trop gros. Non, parce que si je l'ai pas, je vais passer pour un con. Mais en fait, le truc c'est que mais je l'aurai un jour. Mais non, en fait, le truc, c'est que c'est vraiment, en fait, comme d'hab, en fait, sur tous ces numéros, notre volonté, mine de rien, c'est de parler de tous les aspects de cinéma. C'est-à-dire, la raison pour laquelle on va chercher des collaborateurs aussi, c'est qu'en fait, c'est d'axer des angles, en fait, de fabrication. C'est-à-dire, avoir les chefs-op qui parlent, en fait, de Tony Scott et d'expliquer à quel point quelqu'un comme Tony Scott est omnibulé par la lumière, en fait, et que c'est un truc fondamental en fait chez lui pour la belle image comme tu disais à la base en fait, mais aussi je pense pour l'immersion. Là en l'occurrence oui, le montage, parce que là on n'a pas trop parlé de Chris Lebanson donc, que tu as interviewé pour ce numéro, mais enfin on ose à peine imaginer ce que le mec avait sur sa table de montage pour un film comme ça, parce que ça défile quand même. Bon, juste avant il avait monté Armageddon. Mais je veux dire, non, mais il y a une séquence notamment, donc la séquence qui vraiment dans Ennemi d'État déploie tout le processus de surveillance, c'est la séquence où Jason Lee est poursuivi. Donc il est dans son appartement, les mecs de la NSA, le Barry Pepper et sa bande débarquent, ils s'enfuient, et à partir de là, ils vont se faire aider par tous les moyens visuels, toutes les caméras de la ville, y compris les satellites, donc pour le suivre à la trace dans sa course-poursuite. Et donc on alterne tous les plans possibles, à la fois des images de vidéosurveillance de satellites, etc., les images filmées à la caméra épaule, des travelling, des longs focales dans tous les coins. Enfin, elle est hyper dynamique cette scène, et elle te fait passer sur la moitié de la ville, à l'intérieur des boutiques, dans les ruelles, sur une autoroute, etc. Donc c'est quand même un gros boulot de montage, quoi. Tout à fait. Il est interviewé, donc. On parle pas forcément de cette séquence, parce qu'en fait, c'est une interview assez générale. Encore une fois, à chaque fois, en fait, l'idée, c'est que dans tous ces gens, en fait, Tony Scott était quelqu'un d'extrêmement loyal, extrêmement fidèle. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il était apprécié par ses équipes. Et le truc, c'est qu'il a travaillé avec ces gens sur énormément de films. Ce qui fait que quand tu te retrouves, en fait, avec une interview à essayer de couvrir, tout le spectre des films sur lesquels ils ont travaillé, bah forcément, tu passes d'un film à l'autre assez régulièrement, mais l'idée, encore une fois, comme les précédents, c'est vraiment en fait de dispatcher les informations, c'est-à-dire que en gros, si ça concerne plus une technique que l'autre, en fait, on va utiliser cette anecdote, même si parfois elles peuvent se répéter, dans on va la laisser, si c'est Lee Benson sur le montage, si c'est Dan Mindel à la lumière, il y a toutes ces conversations qui convergent, et c'est assez dense, c'est un numéro assez dense, on a passé beaucoup de temps dessus. Voilà, donc si vous aimez notre travail, si vous avez aimé les précédents numéros, même si vous n'êtes pas forcément des grands fans de Tony Scott, en fait, je pense qu'il y aura deviendrez. Non, mais en tout cas, vous allez apprendre énormément de choses, ça c'est sûr. Donc voilà. Et puis en fait, c'est animé par la même, notre passion générale pour le cinéma, voilà. Donc la nôtre, la vôtre, enfin voilà. Donc c'est on est là, la campagne continue, elle vient de démarrer, voilà. Donc à votre bon cœur, messieurs dames, voilà. On est bon, Raph ? On est bon. Voilà, bon écoute, merci d'avoir participé à ce podcast, Rafik. 2 minutes avant, tu tapais une petite sieste. Donc voilà quoi. Je remercie Jacques à la technique en fait qui remplace Alain Mercier quoi pour cet épisode. Et puis je vous dis à bientôt avec un prochain épisode de Stéroïdes. Voilà. Merci, au revoir. Ciao.